jour important. C'est un jour important. C'est un jour important. C'est un jour important. J'admire le président Ouattara depuis bien longtemps. Nous avons des liens familiaux. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Des élections ont eu lieu sous le contrôle des Nations Unies. Elles ont été validées par les Nations Unies. Mieux, la totalité des États africains ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de Côte d'Ivoire, en violation de la volonté du peuple ivoirien, qui avait déjà été privé d'élections pendant 10 ans. M. Gbagbo se maintient au pouvoir, ses partisans tirent, il y a eu, on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les rues d'Abidjan hier, c'est un scandale. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, Laurent Gbagbo, nous l'a confirmé, à savoir que Laurent Gbagbo aurait été arrêté par les forces françaises qui auraient pénétré dans le palais de Laurent Gbagbo. Toutes les informations que j'ai convergent dans la même direction. Ce qui tente à prouver que le président Gbagbo aura eu raison, c'est que seul l'étranger pouvait installer le candidat Ouattara au pouvoir. On en a l'illustration aujourd'hui dans des conditions dramatiques pour l'avenir des relations franco-africaines. Je dis bien africaines parce que ça va avoir des répercussions sur tout le continent. L'image d'un chef d'État arrêté dans sa résidence par une force étrangère. La France a toujours été un grand pays pour la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui que des soldats français en viennent à arrêter le chef d'État dans sa résidence, vous vous rendez compte du tremblement que ça va provoquer dans l'avenir dans l'ensemble de la communauté africaine, qu'elle soit en France ou en Afrique. Nous avions arrêté ce matin à l'aurore d'arrêter les combats. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai permis à Tagro de sortir avec un mouchoir blanc. C'est moi qui lui ai permis. Et il est sorti. Je crois que malheureusement, il ne s'est pas bien fait comprendre, mais bon, il n'a rien eu. Et donc, ça c'est arrêté, c'est conclu. Donc, je souhaite qu'on arrête ces armes, qu'on rentre dans la partie civile de la crise et qu'on la conclue rapidement pour que le pays reprenne. Alors, conclure, ça veut dire vous voulez du papa à la conclure. C'est fini. Allez-y, tout le monde a qu'à arrêter. Voilà. Vous les avons sont arrêtés. C'est ce qu'on met dans le militaire. Il y a eu des élections qui a gagné. Non, c'est fini. C'est pas ça que. Non, mais c'est ça le problème, c'est ça qui va vivre ça. Oui, mais c'est pas ça qu'on se dit. Non, attendez. Il faut soulever. Excuse. Donc, ça fait le jeune. Il a dit de baisser les armes. Il faut que vous disiez ça. Voilà. Il a dit de baisser les armes. C'est pourquoi il a autorisé Tagro à sortir avec un mouchoir blanc. Vous avez dégagé les milices partout. Mais où vous trouvez actuellement aujourd'hui à l'NSU? Quel message il y a aux miliciens ou aux mercenaires que vous avez engagés? Quel mot vous pouvez leur donner maintenant? Ah, moi, c'est à l'armée que j'ai lancé l'appel. À l'armée, le coup de voix. Oui. Quel est le message que vous lancez à l'armée? Oui, je leur ai dit de cesser les combats. Oui. Voilà. Nous sommes aujourd'hui, jour pour jour, le 11 avril. Les événements, du moins, le film que vous venez de voir, retrace et vaut tous les malheurs qui ont été conjugués à tous les temps sur le peuple ivoirien. On a présenté cette image pour résumer, pour symboliser les meurtrissures, les décapitations, les brimades de liberté, les viols en tout genre. Aujourd'hui, encore, et surtout 10 ans après, jour pour jour, nous retrouvons sur votre télé, les DUI TV, le président Lota depuis la Russie.
Eben Boané, depuis le Québec, Jason Lou Christel, depuis la Hollande, pour cette journée particulière de commémoration. Eben Boané, ouvrez votre micro et dites votre premier mot, s'il vous plaît. Bonjour Olivier le Monarque, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, bonjour à tous les Ivoiriens qui sont dispersés partout dans le monde, bonjour à tous ces Africains qui ont cru au combat du président Laurent Gbagbo, qui se sont mobilisés de façon spontanée. Bonjour à l'humanité. Je suis Eben Boané, connu sur les réseaux sociaux, mais à l'état civil, mon nom c'est Taka Boané Marie-Gabrielle Gras. Je suis au Québec depuis avril 2010, et donc vous allez comprendre que je ne suis pas en exil. Je suis venu de mon propre chef. Et le 11 avril 2011, j'étais étudiante dans un établissement, dans une région du Québec, le lac Saint-Jean. Et dans ces établissements-là, le gouvernement d'ici met vraiment tous les moyens. Et donc, dans la cour du cégep de Saint-Félicien, il y a des écrans géants un peu partout dans tous les couloirs, à la bibliothèque. Tu peux t'informer quand tu veux, l'information circule en boucle. Et comme j'étais au courant de ce qui se passait au pays, chaque fois que j'avais l'occasion, je partais jeter un regard sur les écrans là pour voir si on parlait de la Côte d'Ivoire. Et puis, je ne sais pas quelle heure il était. Comme il y a le décalage horaire, ça fait que ce qui s'est passé à Abidjan, ça s'est passé peut-être pendant que nous, on dormait ou bien au début de la journée, je n'avais pas encore vu. Et à un moment donné, je sentais le besoin de sortir. Mais c'est sûr qu'on suivait l'actualité. Donc, on savait plus ou moins qu'il y a quelque chose qui allait se passer, surtout quand j'étais en contact avec ma famille quand même, qui me disait, bon, voilà, à tel niveau, nous sommes à tel niveau. Et ce qui est bien ici, là, c'est que tu es en classe, si tu as envie de sortir, tu sors. Et puis, il n'y a pas d'âge. On est dans la classe, là. Moi, tous les enfants les enfants avec qui j'étais dans la même classe, j'étais leur grand-mère à la limite. Et donc, tu sors, du coup, tu n'as pas besoin de demander, tu sors. Après, je suis sortie, et puis je me suis dirigée directement là où il y a l'écran le plus géant, sur la place centrale, comme on appelle. Et au moment où je sortais du couloir des classes, là, je tombe comme ça en face, c'était l'image du président Gbagbo. C'était l'image du président Gbagbo. Ça va faire les années que ça va faire, mais on a toujours cette émotion-là. C'est difficile de la réprimer. Et donc, c'était son image. C'était son image. Mais ce qui m'a frappé tout de suite, c'est son œil. Et puis ça ne part jamais. Son œil, son visage que j'avais vu, puis ici, là, j'ai vu que c'était gonflé. Ça m'a... C'est-à-dire, pour les gens de chez nous, c'est une personne qui est âgée, on ne doit pas la voir dans une certaine posture. Non seulement ça, mais c'est le président de mon pays. En tant qu'être humain, c'est inadmissible de voir le président de ton pays dans une telle posture. Et en plus, une personne que tu admires, c'est ton président, tu l'as élu en 2000. Et tu crois tu crois en ce monsieur, tu le vois dans une telle posture. C'est choquant d'abord, et puis de se retrouver dans un pays de blancs, en tant que noir, de voir le président de ton pays, ça t'envoie tout de suite un message. Toi, le noir, tu n'es rien. C'est tout de suite ce qui... Ça veut dire que dans ta tête, il y a beaucoup de choses qui circulent au même moment, plein d'informations qui circulent au même moment. Et tu vois ton président dans cette posture. Et je venais de comprendre ce qui s'était passé. Donc, je suis retournée dans la classe, j'ai pris mes affaires. Tu n'as pas besoin de demander au professeur, hein, tu sors. Au début, c'était difficile pour moi parce que par rapport à nos façons de faire, tu demandes la permission au professeur. Au début, on te dit, mais non, mais vas-y. Et bon, tu t'habitues. Donc, j'ai pris mes affaires, je suis sortie. Vous imaginez ce qui se passait sur le chemin, là, ce qui se passait dans ma tête.
J'ai insulté Dieu jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Je ne sais pas, mais je sais même, quand j'essaie de faire la rétrospective, je ne me souviens plus de quel chemin j'ai pris pour arriver à la maison. Il y a plusieurs chemins, mais je ne sais plus. Je suis arrivé à la maison, je me suis jeté sur mon lit. Bon, on sait tout ce qui a dû se passer après. Là. Les pleurs, ça soulage. Les pleurs, ça aide. Les pleurs, c'est l'expression de l'âme. Quand tu es impuissant devant une situation, la seule chose que tu peux faire, c'est pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer. Et la région dans laquelle j'étais, l'immigration était quand même récente là-bas. Donc, il n'y avait pas tant de Noirs, il n'y avait pas tant d'Ivoiriens. Pour que tu ailles chez ton frère ivoirien là tout de suite et puis vous allez pleurer ensemble. Ça aide tellement. Donc, j'ai appelé 2 Ivoiriens et puis bizarrement, les 2 s'appellent Chantal. L'autre est dans la même ville que moi, puis l'autre dans la ville voisine. Donc, je les ai appelés, on a fait un appel ensemble là, et on a pleuré. C'est la seule chose qu'on pouvait faire. Pleurer. De frustration, de colère, d'impuissance, de tout ça la mélanger. C'est une date qu'on ne doit jamais oublier. Nous avons la chance de l'avoir vécue. On pourra en parler. Et il faut toujours que ce soit teinté d'émotion et de respect pour ce couple-là. Que ce soit teinté d'émotion et de respect pour le peuple noir dans sa globalité. Et nous sommes témoins. Nous devons pouvoir dire la vérité parce que nous l'avons vécu. Ce sont les premiers mots que je peux déjà donner en ce jour. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps, mais on peut en parler jusqu'à 20h. On aura toujours des mots à dire par rapport à ça. Merci, Eben. Président Lota, vous allez ouvrir votre micro et dire vos premiers mots. Bonsoir, bonsoir les amis. Moi, c'est le président Lota, connu sous le nom de Lota Boué sur Facebook. Aujourd'hui, je suis heureux d'être là avec toi sur la chaîne Edu TV. Mais c'est juste pour parler du 11 avril, parce que le 11 avril, c'est une date vraiment exceptionnelle. C'est une date qui a marqué les Ivoiriens, c'est-à-dire que les Ivoiriens avec un grand S. Voilà. Donc, simplement pour dire aux Ivoiriens que cette date-là, on ne peut pas l'oublier. Je ne vois pas un Ivoirien qui peut, je ne sais pas, bon, ça dépend. Il peut y avoir les Ivoiriens de la nouvelle génération qui, eux, n'ont pas vu ce jour-là. Eux ne pourront pas savoir quelle émotion nous avons eue ce jour-là. Oui, parce que moi, ce 11 avril, je me trouvais au Ghana, précisément, le pays voisin. Et nous vivions au camp de réfugiés parce que nous avons essayé de fuir les assassinats de Draman Ouattara et de sa France. Et au Ghana, là-bas, moi, quand je parlais un peu l'anglais, il y a beaucoup d'Ivoiriens que je prenais avec moi pour chercher du boulot avec les Ghanéens. Donc, j'étais un peu l'interprète et celui qui donnait le boulot. Donc, ce jour du 11 avril, nous étions à un arrêt où nous attendions le car pour partir travailler. Parce que c'était un cas de ramassage. Donc, nous étions là devant la boutique. Et comme vous savez, au Ghana, dans chaque boutique, il y a au moins une télévision. Donc, il y a la télévision qui fait passer les images du président Gbagbo Laurent. Mais comme les commentaires sont en anglais, mais comme moi, je comprends un peu, on voit le président et on essaie d'écouter les Ghanéens qui sont en joie. Mais moi, je suis choqué. Je dis, mais les gens, qu'est-ce qui les arrive? Mais jusque-là, c'était rien. Mais quand j'ai vu l'image des soldats français, qu'ils avaient attrapé le président Gbagbo Laurent, parce que les premiers jours, si les chaînes anglophones, ils ont montré les vraies images. C'est-à-dire que les soldats français, ils avaient attrapé le président qui était en jogging. Parce que l'image que je viens de voir, l'intro là, ça c'est l'image d'après. Ce n'est pas la première image des premières arrestations du président Laurent Gbagbo. Les premières heures, les premières minutes de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, c'était des soldats français ou des soldats avec, je ne sais pas, mais le président Laurent Gbagbo était en jogging et non en chemise pagne comme les gens nous montrent maintenant sur YouTube et consort. Et ce jour-là, moi, vraiment, je n'ai pas pu.
je tremblais sur moi comme maintenant, je suis en train de trembler. C'est l'émotion, c'est-à-dire que jusqu'à 10 ans après, je ressens toujours les mêmes choses, je sens toujours les mêmes douleurs, je sens toujours la même tremblote quand je vois les images. Parce que même si je n'ai pas là les images devant moi, mais les images sont restées dans ma tête. Ces images-là, elles ne s'en iront jamais, peu importe le temps qu'elles vont mettre. C'est ce qui est la vérité. YouTube et consorts, ils peuvent effacer toutes les images de l'arrestation du président Gbagbo Laurent, mais nous autres qui avons vu les premières heures, les premières minutes, ces images-là ne s'en iront jamais. Ne s'en iront jamais. C'est pour cela que les Blancs prennent toujours des psychologues pour aider les gens qui ont vécu la guerre. Mais nous autres, en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas eu de psychologue et jusqu'à présent, les gens sont dans le désespoir. Oui, ce désespoir-là, on l'a pris avec nous au Ghana. Nous sommes venus aujourd'hui, grâce à Dieu, en Russie. Donc, vraiment, c'était une journée de joie, mais cette joie-là, toutefois qu'on doit penser, c'est toujours difficile, c'est vraiment difficile de parler de ça. J'aurais aimé ne pas en parler, mais comme la date du 11, c'est une date de célébration, il faut forcément qu'on revienne sur ces événements difficiles. Donc, vraiment, ce jour-là même, je ne suis pas parti au travail. Ce jour-là, j'ai refusé de partir au travail. Et les autres Ivoiriens qui étaient avec moi me disaient, mais qui va interpréter pour nous? Je leur ai dit, mais vous avez l'habitude d'être là-bas. Les gens vont vous montrer avec la main et vous allez le faire. Et je ne suis pas parti. Je suis retourné à la maison. Donc vraiment, jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à accepter. Pour moi, c'est une défaite. Elle est psychologique d'abord, émotionnelle et physique après. Donc, je m'arrête là. Et après, on va continuer dans les propos préliminaires. Et cette fois, on va donner la pêche à notre sœur Djesanlou Christelle. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, la Côte d'Ivoire. Bonjour, l'Afrique entière. Ce 11-11, là, pour moi, c'était un chiffre dévastateur parce que moi, j'étais au travail et j'ai un ami rwandais, si je ne me trompe pas, un ami rwandais qui m'a appelé, qui m'a dit, ma sœur, regarde ce qui se passe, allume ta télévision. Tu es où? Je dis, je suis au travail. Il dit, allume ta télévision. Il était en larmes. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a, lui? J'allume la télévision et je m'aperçois que le vieux est dans les mains de... Ça m'a... Sorry, je ne sais pas comment je peux expliquer et exprimer ça, mais c'était lourd, c'était fort. Et tu t'imagines, tu es dans un malheur en tant qu'Africaine et tu te retrouves dans un coin où tu ne peux pas partager l'émotion que tu as. Et il va falloir que tu le fasses ça tout seul. Imaginez un peu la lourdeur de la chose. Donc, je dis à mon patron comme ça qu'il faut que je rentre à la maison parce que je me sens très mal. Et je lui explique, parce que déjà même, moi quand j'étais au travail, j'emmerdais tout le monde avec mon affaire de politique de la Côte d'Ivoire. Les gens, ils ne savaient même pas où c'était la Côte d'Ivoire, mais en tout cas, ils entendaient parler. Donc, quand ils ont vu que j'étais vraiment cassée, ils m'ont dit, OK, tu peux rentrer. Je suis rentrée à la maison, mais ça a été une nuit lourde. Émotionnellement, c'était pas facile. Et imaginez-vous un peu, depuis ce jour-là, il y a des gens qui sont restés dans des problèmes jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 10 ans, qui sont encore en train de trimer. Imaginez un peu la lourdeur de la situation. Pour vous dire que peu importe ce que les gens diront, mais ce jour-là, ça a été un jour fort pour tous les Ivoiriens, dans leur entièreté, sans exception. Donc, on peut la commémorer aujourd'hui avec un grand sourire aux lèvres, mais je tiens à féliciter ceux qui sont tombés ce jour-là. Je tiens à féliciter ceux qui ont fait l'effort d'atténuer comment on appelle, cette tristesse-là. Je tiens à dire merci. On aurait pu aller plus loin que ça. Si ça n'a pas été fait, peut-être quelque part, Dieu, il nous soutenait. Peut-être quelque part, il y a des hommes et des femmes qui ont dû faire quelque chose pour amortir cette souffrance-là. Donc, je dis bravo à tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont tombés, nous sommes fiers d'eux. Ils ne sont pas tombés pour rien, c'est pour une cause. Et la preuve, il est libéré aujourd'hui. Donc, les gens, ils ne se sont pas trompés quand ils n'ont pas cru en toute cette marmaille-là. Donc, je m'arrête là, merci. Et puis, c'était une journée assez spéciale.
Merci, la sœur Dissanlou, Christelle. C'est quand même pénible et difficile pour chacun de nous. Moi, avec vous et avec tous les Ivoiriens, vous qui nous suivez maintenant, sur les DUTV, sur les différentes plateformes qui partagent le stream, je voulais vous inviter, avant de poursuivre, de partager dans tous les groupes, d'inviter vos amis pour que, je dis partager ce moment-là, serait un apport utile à la Côte d'Ivoire. On va aborder un autre pan de notre commémoration. On va parler de tous les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Surtout la crise dans le pays ouest. Parce qu'on choisit cette date-là aujourd'hui, le 11, mais il ne faut pas oublier que la crise qui va aboutir à l'arrestation du président Laurent Gbagbo a sa genèse un peu plus loin. Président Lota, ouvrez votre micro. La question, c'est une question qui concerne à peu près tous les Ivoiriens. Quand je dis tous les Ivoiriens, c'est-à-dire que les morts qu'il y a eu à l'ouest, c'est même morts qu'il y a eu au centre, il y a eu au sud, il y a eu peut-être, je ne sais pas, centre-ouest. Mais la particularité de l'ouest a été vraiment sanglante. Oui. Là-bas, les gens de la CEDEAO, comme j'ai l'habitude de les appeler, ont fait un carnage. Ils ont voulu carrément exterminer les gens de l'Ouest pour les remplacer par les Burkinabés, Maliens, Guinéens. La preuve en est qu'aujourd'hui, Ourémi, ce Burkinabé-là, disait que les Guinéens et les Burkinabés ont voulu exterminer les guerriers. C'est-à-dire qu'ils avaient cette intention-là. C'est ça qu'on appelle le génocide. Mais quand on amène le président Gbagbo Laurent à la CPI pour cette femme d'Abobo, ce n'est pas ça le génocide. Le génocide, c'est quand on a l'intention d'exterminer une ethnie ou un groupe ethnique. C'est ça un génocide. Et à l'Ouest, c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on a nos sœurs qui sont, comme ils sont dans le gouvernement, et ils ont envie d'avoir de quoi manger pour leurs enfants, et ils se font appeler Dame Ouleto. Elle dit qu'il n'y a pas eu de génocide à l'Ouest parce que quand on est peut-être à Abidjan ou quand on est en Europe, c'est facile de critiquer, c'est facile de dire qu'il n'y a pas eu ça, il y a eu ça. Mais tous ceux qui étaient sur le lieu ont dit le contraire. Mais quand Draman Ouattara, étant au pouvoir, n'a jamais cherché à aller voir même à l'Ouest ce qui s'est passé. Et même quand il envoyait quelqu'un pour aller voir du nom des gens qu'on a bannis, il n'a pas voulu entendre raison, il n'a pas voulu entendre ou il n'a pas voulu aider la souffrance de ces personnes-là qui étaient arrêtées. Il a fermé les yeux sur ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue toujours de parler de réconciliation. Pourquoi? Parce qu'à l'Ouest, le carnage qu'il y a eu, les exactions qu'il y a eu, il n'y a pas eu de soutien du gouvernement. Il n'y a pas eu d'arrestation. Il n'y a rien eu. Les gens ont fait comme si rien ne s'était passé. Et jusqu'à aujourd'hui, cette souffrance fait que la réconciliation, c'est juste un mot. Parce que les gens ne font que répéter. Comme après 11 ans de pouvoir, on parle toujours de réconciliation. Parce qu'il n'y a pas eu de réconciliation. Parce que le gouvernement n'a pas l'intention de soigner la plaie des gens de l'Ouest. Ils n'ont pas l'intention. Et tant qu'ils n'auront pas l'intention d'aider ou de faire comprendre au peuple burkinabé, au peuple étranger qui ont fait souffrir, qui ont tué ces Ivoiriens, rien ne va arriver. Oui, cette soi-disant réconciliation qu'on dit sur les lèvres, ça n'aura jamais lieu. Parce que ceux qui ont fait du mal sont là, on les voit, ils sont nommés ministres, ils sont nommés dans le gouvernement. Et ceux qui ont fui leur pays, qui sont en exil au Ghana, au Togo, au Niger, même au Burkina, des pays où les Ivoiriens n'allaient jamais, au Tchad, en Mauritanie, où les Ivoiriens, je ne sais pas, n'ont jamais imaginé qu'un jour ils pouvaient aller. Mais ils ont fui leur pays parce que Draman Ouattara et les gens de la CEDEAO
avait décidé d'exterminer toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, le Libéria, les gens parlent de guerre couramment, comme si c'était normal, alors que ces gens-là ont fui leur terre pour aller vivre au Libéria. Donc, simplement, je voulais dire ici qu'il n'y a pas eu de réconciliation. Et si nous voulons vraiment cette réconciliation, il faudrait qu'on puisse arrêter ces personnes-là qui ont fait ces crimes, qui ont commis ces crimes à l'Ouest. Il faudrait qu'on puisse au moins les juger pour que la nouvelle génération comprenne exactement ce qui s'est passé là-bas à l'Ouest. Donc, vraiment, je tenais à dire aux Ivoiriens de l'Ouest, Yako, je tenais à dire à tous les Ivoiriens, Cagnon, comme on le dit chez nous en Gouro, Kaya, comme on le dit dans certains endroits. Vraiment, nous avons souffert, nous souffrons toujours, mais le bout du tunnel n'est plus loin. Voilà. Donc, c'était mon mot pour mes parents de l'Ouest et je leur ai dit de tenir bon parce que tôt ou tard, il fera jour. Voilà. Oui, Eben Boané, dans la même logique. Effectivement, le 11 avril a été l'apothéose de ce plan commun. Le plan commun, c'est l'Occident qui a fait un plan commun avec une marionnette, avec un pantin nommé Alassane Draman Ouattara. C'était le point culminant, mais ça avait commencé déjà depuis 2002. Donc déjà, quand ils ont fait la tentative de coup d'État, l'ouest de Côte d'Ivoire avait déjà commencé à subir les contre-coups. On se rappelle que des villages entiers avaient été rasés, brûlés, des gens avaient eu les membres coupés et tout. Et étant dans leur logique, ce même ouest-là a subi encore les contre-coups de cette organisation mafieuse-là après l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Parce que quoi? Ces gens-là, c'est dans une certaine logique qu'ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Les richesses de la Côte d'Ivoire, comment faire main basse dessus? Parce qu'on sait que l'ouest de la Côte d'Ivoire est très riche, son sous-sol regorge, on va dire que c'est un scandale géologique, même à la limite. Le sous-sol de l'ouest étant très, très riche, l'objectif, c'est de mettre la main dessus. Et cet objectif-là, ils ne l'ont pas abandonné. Tuer les gens de ce pays, de cette partie-là, les remplacer par des gens qui vont venir travailler pour pouvoir extraire tout et puis garantir cette manne financière-là que ces gens-là voulaient. Et donc, il fallait tuer les gens de cette partie de la Côte d'Ivoire. Il fallait les effrayer au point qu'ils abandonnent leur terre pour que ces gens-là puissent exploiter comme ils veulent. Et une fois l'Ouest conquis, ça donnait directement le terrain libre pour aller occuper San Pedro, là où il y a le deuxième port de Côte d'Ivoire. Le fer et tout ça, là, pouvoir exploiter cette zone-là. Donc, la seule manière qu'ils avaient, c'était de tuer les gens qui sont là. C'était de les traumatiser pour qu'ils puissent fuir. C'était de faire en sorte que ce remplacement de population se fasse. Et c'est dans cette logique-là qu'ils sont jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ces meurtres et ces blessures émotionnelles, ces blessures psychologiques qui ont été faites, les gens, ils les ont faites sans état d'âme. Parce qu'eux, ils ont un objectif et c'est leur objectif qu'ils regardent. Qu'il y ait 100 000 morts ou bien 300 000 morts, eux, ce n'est pas le nombre de morts qui les intéresse, c'est avoir ce qu'ils cherchent. Et c'est dans cette logique-là qu'ils ont été jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, je me rappelle qu'une fois, le président Gbagbo Laurent a dit que quand on découvre le pétrole dans ton pays, il faut plutôt faire des funérailles au lieu d'être heureux, parce que tu viens de signer ton arrêt de mort. Quand les gens se sont rendus compte que l'ouest de la Côte d'Ivoire est hyper riche, ça venait de signer l'arrêt de mort de cette région-là. Et donc, aujourd'hui, c'est la même chose qui continue. C'est la même chose qui continue. Et puis, tant que nous n'aurons pas récupéré complètement notre pays, ça va continuer. La sœur Jason Lou Christelle. Voilà. J'ai envie de dire Yako à la population, ouais. J'ai envie de dire Yako à tous les Ivoiriens. Parce qu'il faut signaler aussi que c'est pas seulement... J'ai envie d'être partielle, tu vois. J'ai envie d'être l'ivoirienne dans tous les sens. Je dis Yako au ouais, mais je dis aussi Yako aux gens du Nord, parce qu'il y a eu des massacres aussi là-bas.
Vous savez, le jeu que Draman Ouattara a joué avec sa France, c'est que Draman allait chez les gars de l'Ouest, il les assassinait, il disait que c'était Gbagbo qui... il envoyait des gens pour tuer, il disait que c'était Gbagbo. Il partait de l'autre côté, il leur disait aussi que c'était Gbagbo. Donc, au finish, on ne savait pas qui tuait qui. Aujourd'hui, quand tu demandes aux gens du Nord, ils te disent que c'est Gbagbo qui a tué leurs parents. Quand tu demandes à l'Ouest, les gens de l'Ouest te disent c'est Ouattara qui a tué nos parents. Donc, ils ont réussi ce pari-là, quelque part. Mais j'ai envie de dire Yako à toute la Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire Yako à tous ceux, de près ou de loin, ça a touché. Cette guerre-là a touché. Vraiment, je dis Yako. Yako du plus profond de mon cœur, Yako à tous les Ivoiriens. Parce que qu'on soit fâché ou pas, c'est fait. C'est fait. C'est déjà fait. Moi, je crois qu'il faut être positif et regarder dans toute cette situation, tout ce qui nous est arrivé après 10 ans, quelle est la leçon que nous en tirons pour le futur? Parce qu'il faut que ça nous serve de leçon. Il faut que ça nous serve d'exemple. Il ne faut pas qu'on aille de vengeance en vengeance. Il faut qu'arriver à un certain moment donné, qu'on se pose et qu'on en tire des conclusions positives pour avancer notre pays. Parce que sans ça, il n'y a rien. Donc, Yako aux Ivoiriens. Et c'est dommage que Annou Loto trouve qu'il n'y a pas eu de massacre à l'Ouest. C'est triste, c'est dommage. C'est son avis à elle. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais ce qu'elle oublie, c'est que c'est une histoire de la Côte d'Ivoire. Et elle n'était pas la seule. Il y avait du monde qui était en Côte d'Ivoire. Il y a plein de témoins. Donc, quand elle se met gaillardement à dire qu'il n'y a pas eu de génocide, ouais, c'est quand même honteux. De la part d'une fille du territoire. C'est quand même, c'est triste. Ça pourrait être une personne venue d'ailleurs. On aurait pu se dire, oui, c'est ça, c'est encore eux. Mais que Annou Loto, elle-même soit ouais et qu'elle prenne parti, c'est triste. C'est quand même, c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? La politique, c'est la politique, hein, c'est comme ça. On sèche son habit là où il y a le soleil. C'est dommage que nos propres parents aujourd'hui ne savent pas faire la différence entre leur propre population et les autres. Eux, ils vendent tout ce qui leur passe par la main, ils vendent juste pour de l'argent. C'est dommage, mais voilà où on en est. Et j'espère que cela va nous servir de leçon pour le futur en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a besoin d'un futur positif pour avancer. Sinon, on ne pourra pas. Vraiment, il y a quoi à la Côte d'Ivoire encore? Et merci à eux d'avoir gardé le calme jusqu'à aujourd'hui. Je suis emmené à vous poser une question. On a vu en Afrique du Sud, même si l'ampleur n'est pas similaire, parce que la crise ivoirienne, au-delà des faux chiffres qui sont donnés, les vrais chiffres donnent froid dans le dos. Il y a quelques jours, le ministre et professeur Assouan Adou a dit qu'il y avait eu, selon des informations qui seraient en sa possession, plus de 60 000 personnes tuées dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour ne citer que cette zone-là. Donc, on pourrait dire, sans se tromper, qu'il y a eu des centaines de milliers d'Ivoiriens morts durant ces 2 décennies. Parce que la crise qu'on commémore aujourd'hui est une crise qui naît le 24 décembre 2000, du moins le 24 décembre 1999. Est-ce que la libération du président Laurent Gbagbo devrait être, et là c'est une question qui s'adresse à tout le monde, devrait être une célébration sectaire, une célébration qui résulterait d'un groupe de personnes. Je veux entrer les pieds joints dans le plat pour que vous puissiez comprendre. Depuis avant-hier, parce qu'aujourd'hui on est dimanche 11 avril, certains cyberactivistes ont fait des sorties sur la toile, appelant à un événement à Paris pour commémorer cette date-là, qu'on commémore à notre façon à maintenant. Et ces personnes-là ont directement interdit la contribution, la participation d'un certain nombre d'Ivoiriens, je pourrais dire clairement, des activistes pro-Soro. Quel commentaire faites-vous? De Fontenay-Nyoïté,
la date du 11 avril est une date de recueillement. C'est une date où chaque Ivoirien, c'est une date qui est assimilée pour moi, hein, une date assimilable à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'aujourd'hui, pour obtenir une indépendance vraie, on doit passer forcément par les martyrs. Voilà. Donc, le 11 avril, pour moi, c'est une date commémorative des événements qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Maintenant, concernant la manifestation ici à Paris, où des procureurs ont été vraiment, ils ont demandé à ce que les procureurs ne participent pas. Moi, je crois que c'est pas une date où il faut mettre tout un chacun de côté. Non, non, non. C'est une date pour les Ivoiriens. Soro Guillaume est un Ivoirien. Et donc, si un Ivoirien pense qu'il peut participer à cette commémoration, alléluia. Pour moi, je ne pense pas que en tout cas, c'est une bonne idée de demander aux procureurs de ne pas intervenir. Attends, il y a un truc aussi qu'il ne faudrait pas qu'on oublie. Il n'y avait pas que Soro Guillaume seul qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié en fait partie. Ce n'est pas parce que Henri Konan Bédié a demandé pardon au président Gbagbo qu'il a demandé pardon aux Ivoiriens. Hein. C'est avec le président Gbagbo que, voilà, ils s'entendent. Mais Henri Konan Bédié a financé et a contribué à cette rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire là. Donc, si aujourd'hui des pro-Bédié entre griffes peuvent participer au 11 avril, il faudrait aussi qu'on accepte que voilà, les procureurs participent. C'est une date pour les Ivoiriens et non un groupe de personnes. Ça aussi, c'est clair. C'est une date pour les Ivoiriens et non un groupe de personnes. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Lou Christelle, peux dire un mot par rapport à... Je crois qu'on ne l'a pas. Je suis là. OK. Un mot par rapport à la campagne qui se fait maintenant, là, qui interdit la participation des pro-Soro à l'événement, au rassemblement qui aura lieu tout à l'heure. Mais le 11, là, ce n'était pas que la Côte d'Ivoire avait pris la coupe. Hein. C'était le jour où la Côte d'Ivoire a perdu un de ses fils. Donc, s'il y a une commémoration, ce n'est pas tous ceux qui sont vivants qu'on commémore, c'est ceux qui sont morts. Donc, de part et d'autre, il y a eu des morts. Donc, je trouve ça quand même triste, dommage qu'on interdise aux gens de Soro de venir. Ils ont aussi perdu des gens. Cette date-là, c'est pour commémorer, c'est proche. Donc, je ne vois pas le pourquoi est-ce qu'il faut qu'on interdise à l'autre de venir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ceux qui sont morts aujourd'hui, ceux dont pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est des Ivoiriens. Donc, s'il y a une commémoration, ben, même quand on fait les grandes commémorations dans les autres pays, vous pensez que c'est tous ceux qui ont eu comment on appelle, tous ceux qui sont vivants là, qui sont les plus forts? Non. Donc, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une situation, le 11, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Il n'y a pas eu des morts sélectionnés. C'est des Ivoiriens qui sont tombés. Alors, je pense que ce n'est pas une bonne idée de dire aux pro-Soro de ne pas venir. Je trouve pas, on ne peut pas avancer un pays comme ça. On veut une réconciliation, ce n'est pas de cette façon-là. Je suis désolée. On ne va pas avancer si on se met à faire des choses comme ça. On ne va pas avancer. Donc, sur ce, ça ne sert à rien de se prendre la tête. Laissez tous les Ivoiriens qui se sentent, qui ont eu mal ce jour-là, qui ont envie de commémorer un être cher, mais que cette personne-là soit la bienvenue. Parce que si on veut la réconciliation, je crois que c'est par-delà que ça doit commencer. Si dans le malheur, on ne peut même pas se soutenir, dans le malheur, encore, il y a des groupes, bah, on va où? À quel moment la paix va s'installer alors en Côte d'Ivoire finalement? Donc, voilà, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Et puis, moi, peut-être ça n'engage que moi seul, je suis d'accord, mais je trouve ça triste de la part des Ivoiriens, faire ça à d'autres Ivoiriens.
Parce que si on continue comme ça, on ne va jamais s'arrêter. On ira de vengeance en vengeance. Alors que ce n'est pas là le but. On a nos enfants, on a besoin de donner quelque chose de valeureux à nos enfants, mais pas de cette façon-là. Donc, sur ce, ouais, je m'arrête là. Merci. Une dame, un homme cette fois, le président Lota, dites un mot parce que on a vu les différentes commémorations du 8 mai, du 11 novembre en France. Il y a même, ça a été l'occasion de réunir plusieurs présidents occidentaux, dont la reine d'Angleterre, pour commémorer les différentes guerres qu'a connues l'Europe occidentale et même l'Amérique. Aujourd'hui, on voit par moments Angela Merkel, qui représente l'Allemagne, aux côtés des différents présidents qu'a connus la France depuis qu'elle est chancelière en Allemagne. Elle participe à des commémorations. Pourtant, on sait que si ces commémorations sont faites aujourd'hui, c'est surtout pour le deuil qu'a frappé les Alliés par la volonté d'un individu, mais qui se trouve être citoyen allemand. Je parle de Hitler. Président Lota. Je pense que cette idée d'empêcher les pro-Soro de participer, je peux dire, les gens, ils ont leur raison. Ce n'est pas forcément qu'ils ont tort. Parce que Soro lui-même en personne, il n'a jamais eu à s'excuser pour ses actions qui ont eu lieu en 2011. Il a dit qu'il s'excusait. Mais s'excuser par rapport à quoi? Par rapport à qui? Vous comprenez? Si les gens disent qu'ils ne veulent pas voir les pro-Soro, ils ont leur raison. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Mais si on veut la réconciliation, alors là, on peut les accepter, on peut les appeler pour la réconciliation. Mais si une personne est contre le fait que les pro-Soro viennent à cette manifestation, il est dans son droit. On ne peut pas dire à quelqu'un pourquoi tu as mal. Il a mal, c'est son droit. Vous me parlez là de l'Allemagne et la France qui sont main dans la main. Mais vous savez très bien que l'Allemagne a dédommagé la France. Mais les Soro-Guillaume là, qui ils ont dédommagé en Côte d'Ivoire, au contraire, ils ont plutôt pris l'argent du contribuable ivoirien pour financer les cyberactivistes. Mais parce qu'ils ont financé les cyberactivistes, automatiquement, ils sont devenus importants. Il est devenu, je ne sais pas, quelqu'un qu'on doit inviter ici. Non, ce n'est pas vrai. Les pro-Soro actuellement, c'était tous des RDA. Rien n'a changé. Qui dit RDA dit GPS. Je ne dis pas ça pour frustrer quelqu'un. Hein. Je dis seulement ce qu'il y a. Tous ceux qui sont au GPS, ils étaient tous au RDA. Rien n'a changé. Il n'y a pas un, tu vas trouver là, qui veut un changement. Frère, non. C'est tous des opportunistes, des gens qui profitent du moment, comme Soro-Guillaume. Soro-Guillaume a profité du moment depuis le début jusqu'à maintenant. Soro-Guillaume ne s'est jamais excusé vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Pourquoi est-ce que Soro-Guillaume étant en France n'est jamais allé en Belgique? Mais il y a le président B86, que moi j'aime bien l'appeler comme ça, Henri Konan Bédié, qui lui est quitté en Côte d'Ivoire pour venir en Belgique voir son frère. Mais pourquoi est-ce que ça ne dit pas aux gens, mais pourquoi est-ce que le gars, s'il est là à côté du président là et il n'arrive même pas à aller voir le président? Parce que le président lui-même, oui. De ce sujet-là. On a entendu Soro-Guillaume au mois de janvier 2020 manifester le désir et le souhait de se rendre aux côtés du président Laurent Gbagbo et de lui demander pardon. Est-ce que quelque part le président Laurent Gbagbo n'a pas été celui qui a marqué un refus de recevoir Soro-Guillaume? Mais est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas raison de refuser de voir, Guillaume Soro? Le président Laurent Gbagbo est dans son droit. Il a plusieurs fois tendu la main à Guillaume Soro, plusieurs fois. La crise de 2002, il a initié Soro. Pendant 2010, il a encore demandé à Soro de le rejoindre et Soro a refusé. Mais ce monsieur qu'on appelle Soro, là, si pour la paix, le président Laurent Gbagbo doit toujours pardonner à Soro, il faut que Soro lui-même se mette en cause. Il faudrait qu'il se dise, mais comment est-ce que je suis toujours en train de faire du mal à ce monsieur-là? Et c'est lui toujours qui doit me pardonner. Parce qu'on ne peut pas pardonner à une personne plusieurs fois pour les mêmes actions.
Soro Guillaume, c'est pour les mêmes fonctions. Mais Président Lota, vous qui parlez tant bien de réconciliation, vous ne trouvez pas qu'il est temps que le président Laurent Gbagbo reçoive Soro Guillaume pour permettre que la Côte d'Ivoire entame maintenant sa cohésion? Parce qu'on entend le professeur Assouan-Adou dire que le président Laurent Gbagbo va regagner Abidjan pour œuvrer à la réconciliation des Ivoiriens. Est-ce que recevoir Soro Guillaume ne serait pas un début de cette réconciliation? Président Lota, laisse-moi t'aider. Président Lota, s'il te plaît. Laisse-moi. Président Lota, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Yedi, en 2004, c'est le même Soro Guillaume qui a dit, et je répète, nous voulons la paix. Laurent Gbagbo veut la paix. Nous aussi, nous voulons la paix. Mais nous ne voulons pas la paix à n'importe quel prix. Merci. On va redonner la parole. En 2000, on va redonner la parole. En 2011, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît, de Fontaine-Yoté, on va vous arrêter pour permettre au président Lota de respecter son temps de parole. Oui, je disais tout à l'heure que le président est dans son droit. Même si Assouan-Adou parle du retour du président Laurent Gbagbo pour amener la paix en Côte d'Ivoire. Mais pour cela, Soro Guillaume doit s'excuser. Il doit s'excuser pour les crimes qu'il a commis. Mais non pas dire aux gens, comme vous demandez que je m'excuse. Plusieurs fois, il a dit ça en France. Quand vous voulez le pardon, je vous demande pardon. On ne fait pas ça. C'est l'humiliation. C'est manquer le respect aux gens à qui tu donnes ton pardon. Comme vous ne voulez pas accepter mon pardon, comme vous voulez la guerre, on va faire la guerre. C'est le manque de respect. Soro Guillaume n'a jamais respecté les gens. Soro Guillaume, quand il était au pouvoir, il humiliait les gens. Aujourd'hui, Soro Guillaume n'a plus son pouvoir. Soro Guillaume n'est plus au pouvoir. Soro Guillaume est devenu comme un chat, il rase les murs. Donc, Soro Guillaume n'a plus vraiment de valeur. Parce que si le président Laurent Gbagbo le reçoit, c'est de lui donner de l'importance. OK. Moi, j'aurais même aimé que le président Laurent Gbagbo l'ignore. Parce que Soro Guillaume, vraiment, il n'en vaut pas la peine. Oui, il n'en vaut pas la peine. Merci, président Lota. On va prendre notre sœur depuis le Québec qui va se prononcer sur la même thématique, celle d'interdire le projet d'interdiction des pro-Soro à un événement qui aura lieu tout à l'heure, ici même à Paris. Eben Boané, votre appréciation d'une telle démarche? Okay. La manifestation, là, c'est pourquoi? C'est pour la victoire du président Gbagbo ou bien c'est pourquoi? C'est une manifestation de commémoration par rapport au 11 avril. Okay. Et donc, les organisateurs ne veulent pas que les soroïstes y soient, c'est ça? Ben, quand on dit des organisateurs, ce serait faux, mais il s'est trouvé sur la toile un certain nombre d'Ivoiriens cyberactivistes que pour des raisons politiques, on nommerait pas. Oui, bien sûr. Qui revendiqueraient du président Laurent Gbagbo des personnes rigides et qui ne voudraient pas qu'à cet événement-là soient présents les cyberactivistes ou encore les pro-Soro. Voilà. Bon, moi, si j'étais à la place des soroïstes, je n'irais pas à ce genre de manifestation. Pas parce qu'on refuse la réconciliation, mais c'est une date qui est tellement sensible et que comme nous savons tous l'histoire récente de notre pays, ce genre de manifestation aujourd'hui ne devrait pas voir la participation des soroïstes. Pas parce qu'on refuse la réconciliation, mais simplement à cause du côté sensible et du côté frais de ce qui est en train de se passer. Parce que ça donne l'impression d'une moquerie, même si ça n'en est pas. C'est l'interprétation qu'on peut faire de ça. Nous savons tous que Soro Guillaume a été un élément très important dans SAL, on le sait. Mais Ben Boané, vous parlez, excusez-moi de vous prendre le mot, mais vous parlez de moquerie. Pourtant, depuis 1965, la plupart des chanceliers allemands foulent le pied français, le territoire français du moins, pour commémorer les morts français. Pourtant, on sait tous la genèse de cette histoire. Oui, mais est-ce que tu es sûr que
quand la guerre est finie en 1945, là, tu es sûr que la commémoration en 1946, les Français ont accueilli à bras ouverts les Allemands? Est-ce que tu es sûr? Non. Il faut donner le temps au temps. Je dis par rapport à l'aspect frais de notre histoire commune. Aujourd'hui, le 11 avril ou bien le 10 avril 2021, les gens ne peuvent pas accueillir les soroïstes à bras ouverts à ce genre de manifestation. C'est ce que je savais le dire. Moi, je suis pour la réconciliation et je l'ai toujours dit. Mais compte tenu de la, je vais dire, on est encore dedans. Sensible. Voilà, on est encore dedans. Est-ce que vous comprenez? Et par rapport aux actions de Soro Guillaume, les gens ont encore des choses dans la gorge. Et ces soroïstes-là, il n'y a pas longtemps qu'ils s'en sont pris au président Laurent Gbagbo. On est tous sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des actions que les gens ne doivent pas mener. Simplement par respect pour la plaie qui n'a pas encore commencé à se cicatriser. Si c'est en avril 2022, ça n'aura pas le même effet qu'en avril 2021. C'est ce que je veux dire. Donc, ceux qui s'opposent à ce que cela vienne, moi, je les comprends. Je les comprends. Et moi, si j'ai un conseil à donner au pro-Soro, il ne faut pas qu'ils se rendent à cette manifestation de 2021. Là. Parce qu'on a entendu Amiral Blindé s'en prendre à Gbagbo il n'y a même pas longtemps, de façon très virulente. Simplement parce que des gens ont attaqué Soro, lui, il a jugé bon de venir attaquer le président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il le connaît? Donc, les gens ont ça dans le cœur, il faut qu'on le comprenne. Mais est-ce que quelque part aujourd'hui, oui. et là c'est une autre question, et vous serez la première à y répondre, est-ce que quelque part on ne serait pas emmené à en vouloir à Blé Goudé, qui n'a pas eu qui a été tout de suite le premier à inviter ces acteurs pro-Soro là à La Haye, au point de rencontrer le président Laurent Gbagbo? Ces personnes-là qui, à la différence de, permettez-moi, à la différence de vous et moi, ont été reçues physiquement par le président Laurent Gbagbo à La Haye. Moi, je n'ai aucun problème avec tout ça. Je n'ai aucun problème avec tout ça. Si on doit faire des campagnes de réconciliation en Côte d'Ivoire, je serai prête à être à la tête. Je serai prête à être à la tête. Soit dit en passant. Quand Blé Goudé a reçu Soro, c'était une attitude normale. Non, je ne parle pas de Soro. Oui, je veux dire que tout ça là, c'est normal. Mais par rapport à l'histoire très récente des réseaux sociaux, ils s'en sont pris au président Laurent Gbagbo. La guêpe, Amiral Blindé, tous leurs bons là, ils s'en sont pris au président Laurent Gbagbo il n'y a même pas longtemps. Donc, si aujourd'hui on est en train de commémorer le 11 avril, ils doivent faire profil bas. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les recevoir, mais pas aujourd'hui, pas en 2021 là, parce que c'est trop frais. Et ceux qui s'opposent, moi je les comprends. Je les comprends. L'année prochaine, les données vont être différentes. Parce que les gens auront eu le temps de digérer un certain nombre de choses. Si les pro-Soro étaient restés dans une logique d'être avec les autres, depuis que Soro Guillaume a compris qu'on l'a trompé, il n'y a pas de problème. Mais ils s'en sont pris au monsieur. Donc, vous pouvez pas le critiquer, l'insulter, le traiter de tous les noms. Et puis, 2 jours après, vous allez venir vous commémorer. C'est de ça que je parle. Parce que quand les gens se mettent sur les réseaux sociaux et qu'ils vomissent des choses, il faut qu'ils se disent qu'il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui ont mal et qui écoutent. C'est dans ce sens, donc ce ne serait pas sage. Ce ne serait pas sage qu'ils y aillent aujourd'hui. Mais ce serait mieux qu'en 2022, on se mette ensemble pour commémorer ça. Mais pas là. Merci encore. Et ça ne veut pas dire que les autres sont contre la réconciliation. Non, parce qu'il y a eu plusieurs actions qui ont été menées avec les soroïstes. Ils se sont mis ensemble à un moment donné pour faire les choses en France. Et puis tout d'un coup, ils sautent comme ça, ils commencent à attaquer le monsieur. Et puis aujourd'hui, il est chose, vous allez venir. Mais non. Merci Eben Boané. Merci encore Eben Boané. Voilà. Merci. Jessanlou Christelle. Vous, on a vu sur la toile et surtout en compagnie du ministre Charles Blé Goudé,
comment vous appréciez le fait que Blé Goudé ait été celui qui a permis à ces acteurs-là que dénonçaient tout de suite, dont les actes étaient dénoncés par notre sœur Eben Boané. Blé Goudé s'est permis, ou du moins a permis que ces acteurs-là rencontrent le président Laurent Gbagbo à La Haye quand il y était encore prisonnier. Merci. Vous savez, c'est bien beau de critiquer les autres, mais c'est Blé Goudé Charles qui était au four au moulin avec notre OPA national. C'est les deux là qui ont fait la prison. Et diplomatiquement, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des rapports diplomatiques avec leur pays. Ce n'est pas possible. Qu'ils le veille ou pas, il est forcément dans la position dans laquelle ils sont forcément obligés à tendre la main ou à demander la preuve. Aujourd'hui, avant que, quand ils ont eu leur acquittement, pour avoir les passeports, il a fallu qu'on parle avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire afin que cela se fasse. Donc, qu'on veille ou pas, diplomatiquement, ça n'a rien à voir avec nous qui sommes, nous les partisans. Non, j'ai peur que vous ne m'ayez pas compris. Je dis plutôt le fait que Blé Goudé ait été l'acteur qui a tenu la main des cyberactivistes dont les actes sont dénoncés par nos différents intervenants. Il leur a tenu la main pour rencontrer le président Laurent Gbagbo sur son lieu de détention à La Haye. Quelle interprétation faites-vous? Ben, déjà, je trouve que ça n'engage que lui. Ça, c'est un. De deux, il doit avoir ses raisons. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi il allait jusque-là? Il doit avoir ses raisons personnelles. Mais je veux aussi dire que c'est très bien. La preuve, on est là, non? Nous, on voit tous. Ça fait partie de notre histoire à nous. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Il n'a pas fait méchamment. Il n'a pas fait pour qu'on ait 2, 3 clans. Justement, c'est pour cette réconciliation-là qu'il a tendu la main pendant qu'il était à La Haye. Pendant qu'il savait très bien que c'est à cause de eux qu'il est à La Haye. Mais quand même, il a tenu à les faire partie chez M. Laurent Gbagbo. Il y a des problèmes diplomatiques qui suivent. Et il y a des problèmes de patriotisme qui suivent aussi. Il a ses raisons. Et moi, je trouve que c'est bien. Parce que on va pas. Je comprends de part et d'autre les sentiments de tous les Ivoiriens. Ceux qui sont fâchés après Gbagbo, ceux qui sont contents après Gbagbo. Je comprends tout le monde. Je suis Ivoirienne. Je veux dire que, quoi qu'on dise, Soro Diom, de la façon dont Ouattara a burné tout le monde, de la façon dont Ouattara a burné, comment on appelle, Soro Diom, c'est comme ça qu'il a burné Gbagbo. C'est comme ça qu'il a burné tous les Ivoiriens. Il a burné tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, si on accepte Papa Bédié, pourquoi ne pas accepter Soro? Après, on va régler nos comptes. Pour l'instant, là, on n'est même pas encore sorti de l'auberge. Anyway, dans tout ce que nous racontons, dans toutes les actions que nous posons aujourd'hui, le résultat, c'est lequel? Les prisonniers sont encore ici, ils ne sont pas encore rentrés. Il va falloir encore qu'on négocie avec Dramane afin qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. Donc, il y a toutes ces problématiques-là. Peut-être que Charles Blé Goudé a compris ça. Autrement, il s'est dit, au lieu de faire perdurer tout ça, vaut mieux se réconcilier, vaut mieux les recevoir, comprendre ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent. Il faut toujours un dialogue. On ne peut pas dire qu'on est fâché et puis on ne donne pas d'occasion pour dialoguer. On ne donne pas l'occasion pour comprendre ce que l'adversaire a. C'est une belle occasion. Je pense que ça l'engage que lui, il a fait ça parce qu'il avait peut-être une autre idée derrière la tête où il comprenait très bien. Il fallait qu'il fasse ça pour que tout ça s'apaise. J'en sais rien. Je ne suis pas à sa place, je ne suis pas son porte-parole. Mais je trouve que ce n'est pas mauvais. OK, merci. Président Lota, quelle est votre interprétation? Votre micro, il n'est pas ouvert. Quelle est l'interprétation que vous faites du sujet sur lequel on lève ce voile-là? Le sujet, c'est pourquoi est-ce que... La question est pourquoi est-ce que Blé Goudé a permis à ce que les cyberactivistes... OK. Mais je me dis que Blé Goudé lui-même, il est toujours dans les coups louches, vous comprenez? Blé Goudé, c'est un frère, c'est un pro-Gbagbo, mais à partir... Depuis un certain moment, cette démarche, comme je le dis dans mes directs, il a eu une démarche de crabe. C'est-à-dire qu'il ne va pas devant, il va sur le côté. On ne comprend jamais comment Blé Goudé s'arrange pour qu'il soit ami aux ennemis du président Gbagbo Laurent. Blé Goudé est le seul qui est ami à tous ces traites de la nation ivoirienne. C'est bien bon, nous sommes des gars, nous voulons bien parler de la nation ivoirienne, nous voulons bien
s'exprimer et dire des bonnes choses. Parce que la date du 11 est une date de réconciliation. Mais la réconciliation n'empêche pas la vérité. Oui, si la réconciliation n'empêche pas la vérité, toutes les actions que Blé Goudé a menées depuis un certain moment, c'est nauséabond. Voilà. Parce que les pro-Soro, c'est peut-être la jeunesse ivoirienne, mais Blé Goudé, moi, personnellement, sa démarche, elle n'est pas cohérente, sérieusement. Moi, je tenais à le dire, c'est mon avis personnel à moi, ça n'engage que moi. Parce que Blé Goudé, tout ce qu'il fait va à l'encontre des idéologies du président Gbagbo Laurent. Blé Goudé, quand le président Gbagbo Laurent disait « allons aux élections législatives », Blé Goudé a dit « lui, il ne partait pas aux élections législatives ». À la dernière minute, comme ils ont été refoulés, ils se sont retrouvés dans un autre groupe pour partir aux élections législatives sans le président. Merci, Président Lota. De Fontenay Nyoïté. De Fontenay, votre micro semble être fermé. Quel est votre avis par rapport à cette démarche-là? Oh, mon avis, il est tout simple. D'abord, le fait que le président Charles Blé Goudé ait reçu des cyberactivistes pro-Soro, d'abord, ça milite et ça montre aux yeux de tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi vous dites président Blé Goudé. Mais il est président d'un parti politique. Ah, ok, j'entends maintenant. Voilà. Donc, le président Charles Blé Goudé, le fait qu'il ait reçu des militants pro-Soro, du GPS, cela, d'abord, il faut voir ça sur plusieurs angles. Un, ça milite d'abord en sa faveur et en faveur du président Laurent Gbagbo dans le fait où ils ont toujours prôné la paix, même avec leur bourreau. Charles Blé Goudé a démontré par cet acte que c'est un homme de paix. La preuve, il ouvre les mains, il tend la main à tous ceux qui lui ont voulu. Le fait que le président Charles Blé Goudé décide de recevoir maintenant Soro Kigbafori Guillaume, son bourreau d'autrefois, il a montré sa grandeur, c'est-à-dire il se met au-delà, au-dessus de Soro Kigbafori Guillaume qui, en 2014, disait que Charles Blé Goudé se cache, s'il ne se reproche rien, qu'il vienne répondre à la justice de son pays, que de se cacher dans un trou comme une souris. Et au-delà de là, le président Charles Blé Goudé l'a reçu. Il a fait fi de tout cela et il a reçu. Encore pour aller un peu plus loin, Soro Kigbafori Guillaume, qui quand il marche, il laisse des traces. Il a dit ceci lors de son crash party, il dit, matin, il critique le président Laurent Gbagbo, que Laurent Gbagbo est tout, c'est un dictateur, c'est tout. Et quelques heures après, il se retrouve dans la même salle en conseil des ministres et il a honte de lever la tête. Et le président Gbagbo vient lui dire, Guillaume, ça va? Bon, allons, on va travailler. C'est-à-dire, il se met au-dessus de tout cela. Donc, le fait que Charles Blé Goudé soit un vecteur que le président Laurent Gbagbo reçoive ou même voit ces personnes-là, a démontré aux yeux de tout le monde, même à leur bureau, pas bureau, mais au pénitencier, que, effectivement, ce sont des personnes de paix. Merci de Fontenay. Je vous laisse la parole, mais ce sera une autre question différente. Comment vous percevez la démarche du professeur Assouan Adou? Et il est décrié par un certain nombre de cyberactivistes qui le traitent assez souvent de Gbagbo Adi pour les nombreuses programmations de la venue du président Laurent Gbagbo à Abidjan, qui ont été avotées, reportées, ajournées. Quel est votre mot par rapport à ça? Je suis vraiment très, très, très petit. Sinon, je suis vraiment la personne la moins indiquée pour répondre à ça. Mais je vais répondre comme une personne lambda. Quand on parle d'abord de la jeunesse du FPI, c'est-à-dire les membres fondateurs du FPI, Assouan Adou en fait partie. Donc, de par ce fait-là, c'est quelqu'un qu'il faut d'abord respecter. Maintenant, si Assouan Adou, il sort et puis il dit, Laurent Gbagbo a dit,
Mais attendez, si vous ne voulez pas croire à ce qu'il dit, mais allez-y le lui demander. Demandez à Assoadou ou bien demandez au président Laurent Gbagbo, est-ce que vraiment c'est vous qui avez envoyé Assoadou? Je suis la personne la moins indiquée. Et puis moi, je vais vous dire clair, si Assoadou a parlé, Simone Yves Gbagbo a parlé, c'est vrai, c'est faux, je les crois. Je les crois. Voilà, pour moi, Assoadou, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Simone Yves Gbagbo, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Alors, s'ils disent que Laurent Gbagbo a dit... Et nous les respectons sur le DUTV groupe, on respecte Simone Yves Gbagbo, on respecte Assoadou et on respecte surtout toutes les personnes qui ont un lien de parenté avec le président Laurent Gbagbo, que ce soit lien biologique ou lien politique avec le président Laurent Gbagbo. Et Ben Boané, votre micro est encore fermé. Dites-moi, très sincèrement, comment vous percevez ces nombreuses critiques à l'endroit du professeur Assoadou, secrétaire général du FPI? Bon, moi, ces différentes sorties m'ont plusieurs fois dérangé. Mais comme vient de le dire Noité, nous sommes très mal placés pour réagir par rapport à ça. C'est vrai qu'on fait des publications sur Facebook, mais généralement, c'est parce que nous-mêmes, on ne comprend rien. Et quand on ne comprend rien, ça nous fait nous poser des questions dont on n'aura jamais les réponses. On a fait plusieurs fois des vidéos, moi particulièrement. Je vais revenir un peu en arrière par rapport à la désobéissance civile, par rapport à ceci et cela. J'ai fait des vidéos pour demander qu'on soit informé un peu de ce qui se passe. On ne sait rien, on est sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos, on dit des choses selon nous, on dit des choses en fonction de ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément la vérité. Mais on n'a jamais eu, en tout cas moi, je n'ai jamais eu un retour des dirigeants du FPI ou bien des responsables pour dire, bon voilà, telle information, on n'est pas des enfants pour venir dévoiler des choses. Excusez-moi. Est-ce que la vérité ne serait pas le fait que les cyberactivistes eux-mêmes se trompent? C'est vrai ça, Jubel. Voilà, non, mais avant pourquoi on avance dans la même, bon, pas forcément dans la même veine, mais pour qu'on se comprenne, est-ce que le rôle des cyberactivistes n'est pas un rôle de dénonciation, n'est pas un lanceur d'alerte? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les cyberactivistes se prennent pour j'allais dire, des divins. Des divins. Mais c'est qui un cyberactiviste même? C'est qui même? OK. Les cyberactivistes, parce que quand on vous entend dire qu'on n'est pas informé, on n'a pas les informations, on ne nous dit pas, et donc on arrive à dire des choses qui ne soient pas réellement ce qui serait parce qu'on n'a pas l'information de la base. Est-ce que de réclamer une telle chose n'est pas sorti du contexte même primaire du rôle du cyberactiviste? Non, pas du tout. On dit, je me rappelle, les gens parlent souvent de Gaulle qui était en Angleterre et puis qui a lancé un message à la France. Il n'était pas sur le terrain, mais il a lancé des messages à la France. Quand on est dans une lutte, quand on est dans un combat, il est multiforme. Chacun vient avec lui-même, avec sa volonté, puis décide de participer. Je vais prendre un exemple qui n'en est pas, mais qui est une réalité. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens n'ont plus confiance en la RTI. Les Ivoiriens ont besoin d'avoir des informations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur les réseaux sociaux. Alors, quand on est un homme politique, quand on est avisé, on se sert de ça. Quand tu es en train de te noyer, là, tu ne tries pas ce qui est au bord de l'eau qui peut te sauver. Là. Tu t'accroches à tout. C'est à toi d'organiser. Le RDR, il a ses cyberactivistes. Des gens qui font des vidéos. C'est devenu le mot à la mode cyberactiviste. Le RDR, il a toujours travaillé avec eux. Quand il a envie d'envoyer une information, il la donne à ces cyberactivistes qui viennent déverser ça sur les réseaux sociaux. Que ce soit vrai ou faux, il y a des gens qui écoutent. Alors, quand on est un homme politique, on peut se servir de ça. Est-ce que vous savez que le président Houphouët-Boigny, c'est lui qui a créé Radio Trashville? Je peux continuer? Vas-y, moi je t'entends, hein. Je pense que voilà. Est-ce que vous savez que c'est le président Houphouët-Boigny qui a créé Radio Trashville? Quand il avait envie d'envoyer une information,
il disait le contraire. Par exemple, quand il voulait, c'est un exemple que je donne bête, quand il voulait construire une école au quartier Biafrais, il disait qu'on va construire une école justement sur la rue 12, par exemple. Et il faisait courir ce bruit, la rumeur. En ce moment, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais c'était le bouche à oreille. On appelait ça Radio Trècheville. Et la rumeur courait. Puis maintenant, les gens réagissaient. Ah, mais pourquoi il va construire une école à rue 12? Alors qu'il y a on a besoin d'école au quartier Biafra. Mais ça veut dire quoi ça? Et il recueillait ces informations. Et en fonction de ça, il partait construire l'école tout de suite au quartier Biafra. Et les gens disaient, mais vraiment, comment? Les gens étaient contents parce qu'il anticipait. C'est ça un homme d'État, c'est ça un homme qui est à la tête d'une organisation. Aujourd'hui, on n'a pas, comment on appelle ça? On n'a pas la rumeur. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux qu'on prend les informations. Alors, quand on est un homme politique et qu'on est conscient de ça, on utilise ça pour nous. Les cyberactivistes. Merci. Quand vous voyez ces images-là qui défilent devant vous, quelle appréciation, je vais être un peu plus long, je vous l'ai dit clairement, serait le sort qui décime aujourd'hui toutes ces personnes-là, qu'on le sait tous, hein, ce qui se présentent comme étant des personnes de bon cœur, des personnes, des âmes généreuses. Je vais citer là Ahmed Bakayoko, Ouattao, qui sont perçus là comme des gens qui pomponnent le président et tout ça. Aujourd'hui, le sort qui les frappe, c'est une rétribution divine ou quelle perception faites-vous des différentes morts qu'il y a autour de Ouattara après ce chaos qu'on a connu? Oui, mon frère, le monarque. Avant de répondre à cette question, je voulais rebondir sur le cas de Assoadou. Parce que, en Côte d'Ivoire, vous-même, vous comprenez que Assoadou, les gens le traitent de Assoadou a dit, Assoadou a fait ça. Mais ce que les gens oublient, c'est que en 2000, le FPI avait décidé d'aller à toutes les élections. C'est ce que les gens ne se demandent pas. Assoadou, là, si les gens ont un problème, ils peuvent l'écrire en inbox et s'informer. Mais les gens ne viennent pas sur la toile et disent tout et disent n'importe quoi. Mais je voulais ici rebondir sur ces images-là pour dire que moi, je dis tout le temps que tous ceux qui ont fait du mal à la nation ivoirienne vont payer. Il n'y a pas deux façons. Tôt ou tard, ils vont payer. Les Ahmed Bakayoko, les Ouattao, c'est des gens qui ont trahi le président Gbagbo Laurent. Ouattao, là, il rentrait à la présidence avec son âme sur lui. Aujourd'hui, Draman Ouattara, tous les militaires qui sont autour de lui sont tous désarmés. Même ses propres gardes du corps sont au moins à 1 kilomètre de lui parce qu'il a peur. Ils n'ont pas confiance. Mais ces personnes-là, le président Laurent Gbagbo les a accueillis à cœur ouvert. Il leur a tout donné. Mais en récompense, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces personnes-là, ils étaient en arrière-plan. Quand les Français ont fini de détruire tout, ils sont venus pour prendre le président. Mais aujourd'hui, s'ils sont en train de mourir en cascade, moi, je me dis que c'est le sort. Parce que chez nous, tous ceux qui ont fait du mal. Merci, Président Lota. On va faire un peu court dans ce chapitre-là. Eban Boané, votre micro. Oui. Serait le sort qui frapperait autour de Ouattara, avec tous ces nombreux morts, ces gens-là qui sont perçus dans l'image qui est passée maintenant comme étant des gens qui pomponnent le président Laurent Gbagbo. Pourtant, on sait tous à la vérité que c'est des gens qui étaient tout autres, quoi. Quelle appréciation faites-vous? Mais quand on se met ensemble pour brûler la maison paternelle, la personne avec qui on l'a fait ne va pas hésiter à nous tuer. C'est la rétribution normale de tous les traîtres. Parce que Alassane Ouattara, lui, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien où il va. Et donc, il s'est servi d'eux, mais quand il n'a plus besoin d'eux, il les élimine.
pour envoyer un message aux autres. S'il faut qu'il élimine tous ceux qui l'ont aidé à accéder à cette magistrature-là, mais il va le faire. C'est l'ordre normal des choses. Merci. On ne peut pas se mettre avec quelqu'un pour tuer ses parents. On ne le fait pas. Et quand Merci, tu le fais... Merci encore. De Fontenay-Nyoïté, dans la même veine, votre intervention, votre appréciation, s'il vous plaît. Ah, vraiment. Quand je regarde ces images-là, ce n'est pas la première fois que je les regarde, hein, mais chaque fois, cela me revient comme si c'était maintenant que cela se passe. Ce qui arrive à Ahmed Bakayoko, ce qui est arrivé, pardon, à Ahmed Bakayoko, à Ouattao, et à plein d'autres personnes, ce qui va suivre encore, ça ne me fait ni chaud ni froid. Il y a un dicton qui dit « les choses interdites ont un caractère diabolique qui incite au recommencement ». Ce qu'on te dit de ne pas faire, quand tu fais là, c'est tellement diabolique que toi là, vous tous là, vous allez passer par là, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Le sang humain là, ça ne coule pas cadeau. Merci de Fontenay-Nyoïté. Jessanlou Christelle, votre micro. Voilà. Franchement, moi, comme dirait mon frère tout à l'heure, là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, ils ne me font pas pitié, ils ne me disent rien. Moi, pour moi, braver ce cap-là, se mettre... Et puis, je trouve même qu'on s'acharne sur Ouattara pour rien. Le vrai problème, c'est le français. Le vrai problème, on peut rêver, on peut dire, on ne va plus parler à les souroïstes, on va dire, on ne va plus parler à les gens du RDR, on va dire, on ne parle plus à les gens de RHDP. Mais dans le fond, c'est la France qui gouverne. Tant qu'on ne se lève pas contre la France, tout ce que nous faisons, là, ça sera à répétition. C'est eux qui ont les rênes. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont en train de mourir à côté, là, c'est bien fait pour eux. Ce n'est pas compliqué. Tu ne peux pas venir tuer tes propres parents sur le compte des Français. Parce qu'à la limite, on sait tous que c'est les Français qui les ont captivés et ils ont donné aux rebelles. Donc, simple. Le calcul est tellement simple. Tous les enfants du pays qui ont accepté de vendre leurs propres parents, ils vont tous y passer, mais gentiment. Merci, Jessanlou Christelle. Merci encore. On va rester dans cette dynamique parce que c'est celle-là qui nous réunit aujourd'hui. C'est assez triste de revivre ces images-là et de les faire vivre à nos nombreuses personnes qui sont sur ce direct et qui suivent ce moment de débat. Franchement, je veux ici vous poser une question quand je vois toutes ces images-là. N'êtes-vous pas surpris par moments les propos de nos frères d'en face, de nos frères du RHDP, qui, quoi qu'ayant été à ce niveau de barbarie, parce que le président Laurent Gbagbo et la première dame Simone Gbagbo symbolisaient la Côte d'Ivoire. Ah oui. Parce que au-delà de toute appartenance politique, le chef de l'État incarne la République. Même s'il ne vaut pas le drapeau, qui demeure à vie, mais le chef de l'État, durant sa mandature, incarne la République. Aujourd'hui, comment appréciez-vous les différentes sorties et les menaces ça et là de nos frères d'en face, le pro-Ouattara? Mais président moi, j'ai envie de... Ah, ok. Ah, mon frère, ces images-là, c'est catastrophique. Parce que moi, quand je vois ça maintenant, là, il y a le sang comme ça qui bout en moi. Vous savez, il y a des images qu'il ne faut pas montrer. Il y a des images qu'il ne faut pas montrer. Ces genres d'images-là, quand tu montres, ça révolte les gens. Ce n'est pas des images pour la paix. Même si on sait que le 11 avril, c'est une date commémorative, mais ces images-là, c'est révoltant, c'est humiliant. Parce que quand moi, je vois la première dame, même si aujourd'hui, elle a le sourire, même si le président Laurent Gbagbo aujourd'hui décide de pardonner à ces personnes-là, mais nous autres, si on regarde ces images-là, c'est difficile de pardonner, vous comprenez? C'est difficile. Même après tout ça, eux n'ont même pas encore le courage de dire que ce qu'on a fait là, on s'excuse. Ils ont encore l'arrogance de dire que le président Gbagbo Laurent ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il y a 20 ans qu'il attend. Est-ce que quelqu'un peut subir des choses comme ça? Et puis vous allez dire que vous allez le condamner encore 20 Merci, années. Président Lota. Merci, Président Lota.
Eben Boané, encore une fois, votre micro. Oui, c'est très bien, le petit participe. Oui. Je me déplace depuis la fouette. Non, c'est pas bien. Il est ivoirien, donc il a tout le droit. Allez-y. Bon. Moi, ces images-là, quand je les regarde... Je pense que le président Lota vous a éloigné du sujet. C'est plutôt le caractère belliqueux de nos frères d'en face qui, quoi qu'ayant posé ces actes-là, continue de procurer des insultes, des propos d'un autre âge. Votre appréciation encore aujourd'hui? Ils sont dans leur logique, ils sont toujours les mêmes. C'est des gens qui n'ont jamais rien fait. C'est toujours eux qui ont toujours été les victimes. Et donc, une personne qui est bouchée là, si la personne veut rester bouchée, qu'est-ce que tu peux faire? Mais nous, on sait que la justice, elle est la justice. Et donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, à un moment donné, ça va prendre fin. Ils ont joué les victimes quand ils n'étaient pas au pouvoir. Maintenant, ils sont au pouvoir, ils jouent encore les victimes. Et donc, c'est leur habitude, c'est leur façon, c'est leur identité remarquable, ou bien comment dire, c'est ce qu'ils identifient. Et donc, nous, on va pas s'occuper de ça. Nous, on sait qu'à un moment donné, le pays va être nettoyé de toute cette saleté-là. Et donc, quand tout va rentrer dans l'ordre, là, tout ça, on n'entendra plus parler. Ils sont obligés de faire ça, de gesticuler comme ça pour se donner de la contenance. Mais ça va durer combien de temps? Un mois donné, ça va s'arrêter. Ils peuvent dire tout ce moi, en fait, j'ai envie de vous poser une question. Tout ce monde, tous ceux qui étaient là autour de Gbagbo le jour, cette image-là s'est passée. Il y a combien d'entre eux qui vivent encore? Pour vous dire que symboliquement, il y a des choses qu'on ne fait pas. La nature elle-même finit par parler. Tu n'entendras pas sa voix, mais tu verras par des actes. Tout ce monde-là, tous ces babas qui étaient autour, là, aujourd'hui, là, il y en a combien qui vivent encore? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, la vie suit son courant. Les gens du RHDP, ils n'ont jamais rien compris, ils ne vont jamais rien comprendre. Moi, je ne sais pas, moi, je ne m'attarde pas sur eux. C'est des gens qui n'ont jamais rien compris. La preuve, ils ont pris le pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils ont la peur au ventre. Ils n'ont jamais été tranquilles parce qu'ils savent très bien là où ils sont, là, ce n'est pas faisable. Là où ils sont, ce n'est pas normal. Donc, ils ont toujours la peur au ventre. Des gens comme ça, là, qu'est-ce que vous pensez qu'on va pas perdre de temps avec eux? La justice va finir par triompher, tôt ou tard. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais la réalité, nous allons la vivre, nous tous. Donc, votre micro de Fontenay. Oui, mon micro est ouvert. Je cherche la réponse simple, rapide pour te donner. Parce que la question, là, elle est tellement multiforme que voilà. Ceux qui sont autour de Ouattara et de Gbagbo, là, il faut les regarder. Voilà Dramane Ba qui est derrière là-bas, qui a fui la Mama, qui dit qu'on veut le tuer. Il est tombé en brousse. Voilà Ouattao, qui est quelque part ici, on l'a déjà enterré. Voilà Ahmed Bakayoko, qui aussi, on l'a déjà enterré aussi. Oui, qu'on voit sur l'image, qui est habillé en blanc et qui s'assoit à côté du président Laurent Gbagbo. Voilà, ça c'est Ahmed Bakayoko. L'autre là, c'est Dramane Ba, lui qui a dit que oui, on veut le tuer à la Mama et puis c'est enfui là. Qui dit il est caché quelque part là, c'est lui. Tu sais, on ne fait pas ça à son bienfaiteur. On ne fait pas ça à son bienfaiteur. Quelqu'un qui te donne à manger, qui te donne à boire, en retour, toi tu mets du poison dans sa nourriture. Tu veux lui faire du mal. On ne fait pas ça. Dieu là, c'est un Dieu de justice. Il y a des choses que Dieu ne pardonne pas. Tu sais, toute la question, tu as dit que oui, que les gens de RDA. Moi, personnellement, non, je viens vers les gens de RDA qui ont parlé. Merci de Fontenay-Nyoïté. On va maintenant aborder la réconciliation. Il faut qu'on en parle réellement, la réconciliation. Eben Boané, votre micro. Aujourd'hui, que proposez-vous pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Que proposez-vous pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, Eben Boané? Ben, mais je n'avais pas fini de dire l'autre fois, là. Je ne sais même plus qu'est-ce que je voulais dire, que je n'avais pas fini. Je suis restée un peu sur ma fin, là. Je n'étais pas arrivée à ma conclusion. Bon, pour qu'il y ait la réconciliation, il faut qu'il y ait la justice. Il n'y a pas de réconciliation sans justice.
Tous ceux qui ont fait ce mal-là, on les connaît. Il faut qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. On ne va pas les faire payer à la dimension de ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas parce qu'ils ont coupé un bras qu'on va couper un bras. Mais il faut que les gens soient... Il faut que la justice se fasse. Maintenant, si après, on décide d'amnistier telle personne, au moins, la mémoire collective aura le sentiment que justice a été faite. Quand on tue ton parent, que tu vas au tribunal et puis on le condamne à 20 ans de prison, là, ça ne ramène pas ton parent vivant. Mais toi, ça te permet d'amorcer une certaine guérison. Donc, pour qu'il y ait la réconciliation, il faut d'abord qu'on situe les responsabilités et que les différentes personnes, on les fasse payer au moins minimum de ce qu'ils ont fait pour que ça puisse apaiser les autres. C'est comme ça, c'est à ce prix-là que spontanément la réconciliation va se faire. Mais crier réconciliation, réconciliation, et puis permettre que des gens soient encore en prison, des gens soient encore en exil, et puis on parle de réconciliation, c'est simplement de la comédie. Merci, Eben Boané. Cette question de réconciliation, on a tous 2 minutes pour pouvoir intervenir dessus, et après quoi, vous aurez plus de temps tout de suite pour pouvoir développer. C'est un sujet qu'on n'a pas encore. Vous pouvez m'envoyer des messages en inbox. De Fontenay Nyoïté, que proposez-vous pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? La réconciliation, il ne faudrait pas que ce soit un slogan. Il ne faudrait pas qu'on on met le mot réconciliation comme un slogan. Tu sais, si on était réconcilié, Ouattara n'allait pas créer poste de ministre de la réconciliation. C'est parce qu'il n'y a pas de réconciliation qu'il a créé. Il a appelé Kakabé, le pauvre, pour parler de réconciliation. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Pourquoi on va mentir? Nous ne sommes pas réconciliés entre nous-mêmes. Il y a un vrai problème. Il y a un très grand problème. Président Lota, votre proposition pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Oui, la réconciliation en Côte d'Ivoire, elle va avoir lieu, mais elle va avoir lieu avec tous les enfants de la Côte d'Ivoire, sans exception. Mais pour qu'elle ait lieu, il faut que les Ivoiriens sachent qui a fait quoi et qui est qui. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on dit les djoula. Le mot les djoula, ça veut dire en global les gens du nord et ceux du nord de la Côte d'Ivoire. Alors que ça, avec ça, on ne va jamais arriver à la réconciliation parce qu'il y aura toujours un désordre en Côte d'Ivoire. Et ce désordre-là, pour qu'on puisse s'en sortir, il faut que les Ivoiriens du Nord, eux-mêmes, ils arrêtent de se faire appeler les djoula et qu'ils se fassent appeler je suis Sénifo, je suis Korogolais, je suis Tagbana, je suis Lobi. Comme ça, nous, les Ivoiriens, nous saurons combien nous sommes et nous allons nous pardonner les uns les autres pour pouvoir faire une Côte d'Ivoire émergente. Sinon, sans ça... Président Lota. Jean-Loup Christelle, quelle est votre proposition pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Votre micro, il est encore fermé. C'est d'attribuer les responsabilités à tout le monde par rapport à cette crise. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Parce qu'avant de réconcilier, là, c'est bien beau. C'est un joli petit mot que les gens, ils ne savent même pas combien de fois c'est lourd dans la pratique. Il n'y a pas eu de justice. On part à quelle réconciliation? Il n'y a pas eu de justice jusque-là. Des gens sont... On a acquitté Gbagbo Laurent et Charles de Goudé. Des 3000 morts, qui les a tués? Il n'y a pas de... On fait de la réconciliation comment? On joue à une comédie ou c'est quoi? Ou juste parce qu'on a envie d'entendre ça? C'est après une justice qu'on fait une réconciliation. Quand les responsabilités sont restituées, chacun a le temps de faire son deuil. Tout simplement, au moins, même si c'est 1 an, 2 ans, au moins les parents des victimes peuvent faire leur deuil et puis passer à autre chose. Moi, je crois que la réconciliation, elle est encore longue parce qu'il y a encore des gens qui sont emprisonnés juste parce qu'ils étaient baboïstes, tout simplement. Tous ces gens-là, il faut les emmener à la maison. Les gens votre conclusion à vous, quelle est... Vous avez 5 minutes pour faire une conclusion à vous par rapport à ce moment de commémoration et surtout vos perspectives par rapport à la Côte d'Ivoire à venir. J'ai envie de dire encore Yako pour cette date-là. J'ai une pensée très spéciale pour les Ivoiriens et puis j'espère que cette situation va nous servir de leçon. Et si je voudrais bien qu'il y ait la réconciliation,
C'est tout ce que tous les Ivoiriens attendent de toute façon. Je crois que le président doit faire un effort sur lui-même. S'il accepte Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé rentrent à la maison, puisque c'est à cause d'eux qu'il y a eu des prisonniers politiques. Je pense qu'il faut qu'il fasse un effort sur lui et libérer ces prisonniers politiques-là aussi et faire entrer tous les exilés afin qu'ensemble, nous nous asseyons et discutons, trouver une solution, un terrain d'entente afin que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Si ce n'est pas ça, là, chacun va avoir toujours un petit quelque chose à dire après et on ne va jamais en finir. Donc, c'était mon mot de fin. Yako à tous les Ivoiriens et merci encore de m'avoir prêté une oreille spéciale ce matin. Je vous remercie. Merci. Les Ivoiriens sont contents d'avoir eu notre sœur Gué Sanlou Christelle, qui est cyberactiviste, pro-Gbagbo, qui a... Les gens en parlent, hein, mais bon, on n'est pas là pour ça, qui est une bonne amie du ministre Charles Blé Goudé. Donc, voilà, elle n'était pas là pour le représenter, elle était là en sa qualité de cyberactiviste pro-Gbagbo. Yeah. Merci de ta participation. Et on t'attend quand tu le veux. Ciao, ciao. Merci à tous et à toutes. Quand tu veux. Donc, la sœur, elle a fait sa conclusion, une belle conclusion. Maintenant, nous, on a sur ce plateau Eben Boané depuis le Canada, depuis la Russie, de Fontenay-Noïté depuis le bord des Seine parisien. Et ici, on va parler du président Henri Konan Bédié. Ivoirien, on a vu un président Henri Konan Bédié assez proche de Dramane Ouattara. Un peu plus tard, il s'est retrouvé aux côtés du peuple ivoirien, revendiquant même la direction de ce qu'on a appelé à l'époque le Conseil national de la transition. Eben Boané, quelle appréciation, je n'ai pas envie d'employer un autre mot, mais le parcours du président Henri Konan Bédié, depuis qu'il a perdu le pouvoir jusqu'à récemment au CNT. Qu'est-ce que je pense quoi de son parcours? Oui, quelle morale, qu'est-ce que vous tirez du parcours du président Henri Konan Bédié et surtout du CNT? Ben, moi, j'étais pour le CNT. Parce que je n'étais pas pour le troisième mandat. Et donc, moi, je me reconnaissais dans ce que ces Ivoiriens se sont mis ensemble pour extraire notre mal commun. Et donc, moi, j'étais pour le CNT. Maintenant, qu'est-ce que je pense du parcours du président Laurent Bédié, du président Bédié? Bon, moi, je l'ai beaucoup apprécié pendant la période du CNT. Je n'ai pas envie de revenir sur cet épisode où il était en collaboration. On sait ce que je pense par rapport à ça. On peut faire des choses et puis à un moment donné, on peut se rendre compte qu'on s'est trompé. Et puis quand on décide de revenir à la maison, moi, je suis pour qu'on ouvre les bras à la personne. Et donc, j'ai beaucoup apprécié l'attitude du président Bédié. Vous semblez être tranché par rapport à Soro Kibafori Guillaume. Pourtant, autant Bédié que Soro Guillaume, leurs différentes implications dans cette rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire, elle n'est plus approuvée, à démontrer. Mais vous semblez être assez généreuse avec Henri Konan Bédié. Je suis généreuse avec Henri Konan Bédié parce que j'ai vu son attitude. Son attitude, elle ne ressemble pas à celle de Soro Guillaume. Mais pourtant, Bédié n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Ce n'est pas le fait de dire « je demande pardon » qui fait changer les choses. Dans les vidéos que j'ai adressées à Soro Guillaume, je dis ce n'est pas le fait de dire « je demande pardon » qui fait qu'on voit que tu as envie de demander pardon. Par tes actes, par ta façon de parler, par ta mimique, on sait si tu es sincère ou pas. Et moi, par rapport au président Laurent, par rapport au président Bédié, j'ai vu dans son attitude qu'il regrettait vraiment d'avoir eu à pactiser avec cet individu-là. Et il a dit dans quelque chose, quelque part, j'ai entendu qu'il a dit ce sont les regrets. Quand quelqu'un dit ce sont les regrets, ça veut dire ce que ça veut dire. Et par rapport à l'âge que ce monsieur a, son corps a parlé pour lui. Ce que moi, je n'ai jamais vu en Soro Guillaume. Je suis désolée. Soro Guillaume a dit des fois, il a sorti des mots, mais je n'ai jamais vu en Soro le regret sincère des actes qu'il a eu à poser. Donc, par rapport à ça, je suis très tranchée. Si Soro Guillaume me dit que je regrette ou qu'il demande pardon, dans sa mimique, on va le voir. Il a demandé pardon plusieurs fois, on a vu toujours son arrogance. Donc, ce n'est pas le même type de personne.
Et donc, moi, le président Bédié, je l'admire beaucoup. Je lui ai fait confiance pendant la période du CNT et je sais ce qu'il a subi, je sais ce qu'il a vécu par rapport à sa position, à sa nouvelle position relativement à la Côte d'Ivoire. Et donc, moi, je l'ai beaucoup apprécié dans ça et j'étais très contente qu'il soit à la tête du CNT. Voilà. Président Lota, la même question, on vous la renvoie. Parler du président B86, comme j'aime si bien l'appeler, Papa Bédié. Mais ce papa-là, il a un peu trahi les Ivoiriens. C'est bien beau. Vous savez, les Ivoiriens, quand ils ont l'affection pour une personne, même s'il a fait du mal aux Ivoiriens, ils vont toujours le doloter, ils vont le caresser. C'est-à-dire que pour les mêmes actions que B86 a eu à faire dans le passé, on ne peut pas pardonner à Soro Guillaume, mais on peut pardonner à B86. On nous dit qu'il a eu... Non, mais moi, je n'accepte pas ça. B86, personnellement, il doit venir sur la place publique, s'excuser publiquement face aux Ivoiriens, s'excuser publiquement face au président Gbagbo Laurent, parce qu'il est parti voir Gbagbo Laurent à La Haye, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas les Ivoiriens. C'est Gbagbo Laurent qui est allé voir, mais pas les Ivoiriens. Mais comme chez nous, on dit qu'un chef ne s'excuse pas, je me dis peut-être que le fait qu'il ait pris la tête de le CNT fait qu'il s'est excusé. Mais bon, moi, jusque-là, je suis toujours sur ma faim. Je ne crois pas en lui et je ne crois pas en ses excuses parce que je sais que le PDCI, c'est un parti politique qui va où il y a l'argent. Depuis que nous sommes dans cette lutte-là, ils ne se sont jamais opposés à quoi que ce soit. Ils sont toujours allés à toutes les élections, peu importe que Draman Ouattara soit illégal, illégitime ou inéligible. Voilà. Donc, simplement, les amis, moi, le B86, je ne le porte pas trop dans mon cœur et je ne pense pas qu'il soit à la hauteur des attentes des Ivoiriens. De Fontenay-Nyoïté, la même question avant que maintenant on entame complètement la conclusion pour mettre fin à ce moment de partage et permettre aux Ivoiriens de vaquer à leurs occupations, surtout ceux qui nous suivent maintenant. De Fontenay. Oui, ok. J'aimerais revenir sur un petit point, s'il te plaît. S'il te plaît. Je voulais revenir sur un petit point. Tu sais, en tout ce qu'on dit là, il faudrait qu'on soit quand même logique envers nous-mêmes. On ne peut pas parler de Bédié sans parler de Soro, sans parler de Ouattara. C'est une trilogie qui est à la base de nos malheurs. Donc, enlever Bédié puis laisser Soro et Ouattara, ce serait vraiment une symphonie inachevée. Bédié, comme l'a dit ma chère grande sœur tout à l'heure, il n'a pas besoin de dire « je m'excuse ». Mais par ses actes, par ses agissements, on sait que c'est quelqu'un qui regrette ses actes et il veut se rattraper. Contrairement à Soro Kibafori Guillaume, qui, attention, n'a jamais présenté d'excuses. Moi, quand les gens disent qu'ils prennent des excuses, on demande s'il est sincère. Ce n'est pas une histoire de sincérité. Soro Guillaume toujours dit ceci. Je vous offre mon pardon. Allez-y revoir ces vidéos. Il dit, je vous offre mon pardon. C'est-à-dire, lui pour lui, là, c'est vous qui l'avez offensé. Donc, lui, il vous offre le pardon. Il n'a pas dit, je vous demande pardon. Cette chose-là, c'est quelque chose à relever. Je mets quiconque au défi. Quand on vient me montrer une vidéo où Soro Guillaume dit, je vous demande pardon. Non, non, non. Il dit plutôt, je vous offre mon pardon. OK, on entend bien. Eben Boané, maintenant qu'on va arriver à la conclusion, Monsieur de Fontenay, vous aurez 5 minutes pour conclure et je pense que ce sera l'occasion de revenir comme on est là pour commémorer, donc on ne vous en voudra pas de vouloir revenir à chaque fois. Eben Boané, votre conclusion après ce moment de partage avec les Ivoiriens et surtout de commémoration par rapport aux différentes crises qu'on a connues. En tout cas, merci encore une fois pour cette opportunité que tu nous as donnée sur ta télévision. Et donc, les histoires qu'on vit, ce qu'on traverse, chacun réagit différemment en fonction de son tempérament. Mais forcément, à un moment donné, il va falloir qu'on décide de laisser tout tomber et puis regarder vers l'avant. Mais pour qu'on puisse le faire en toute sérénité et en toute tranquillité, il faut que la vérité soit dite.
parce qu'il n'y a pas de justice sans vérité. À un moment donné, il faut que la vérité soit dite. Et je ne crois pas que celui qui est à la tête de notre pays actuellement a envie de faire la paix avec qui que ce soit. Il n'a pas envie de faire la réconciliation avec qui que ce soit. Il est dans son rôle, il se croit le plus intelligent de la planète. Or, il n'est qu'une simple marionnette qui est utilisée par l'Occident. À un moment donné, il va falloir que nous commencions à penser à notre pays parce que tout est à reprendre. Même si nous ne sommes pas au pouvoir aujourd'hui, même si nous sommes dans les pays différents, il faut que nous pensions à un moment donné qu'on doit retourner dans notre pays pour faire notre part. Parce que tout est à reprendre. Ce monsieur, il a brisé notre pays. Il a brisé chacun de nous, même s'il s'est servi de certains d'entre nous pour nous faire du mal. À un moment donné, il va falloir qu'on décide tous de regarder dans la même direction. Ceux qui doivent payer, il faut qu'on leur donne l'opportunité de payer pour leur propre paix, pour leur propre équilibre et pour l'équilibre aussi du cosmos. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à tous. Toutes les grandes nations ont vécu ce que nous avons vécu. Mais un jour, ils ont décidé de passer l'éponge parce qu'à un moment donné, il y a eu la justice. Voilà ce que je peux dire. Et puis, nous sommes encore vivants. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2011. Nous sommes encore vivants. Heureusement, nous sommes là pour voir aujourd'hui que la vérité a triomphé. Mais c'est maintenant que le véritable combat commence. Parce qu'il va falloir qu'on coupe les chaînes. Les chaînes qui nous ont liés à certaines grandes puissances et tout. On ne va pas le faire du jour au lendemain, mais il va falloir qu'on revoie nos mentalités. Il va falloir qu'on se reformate nous-mêmes et que l'amour du pays soit inculqué aux enfants dès maintenant. L'amour du frère ivoirien, peu importe sa région d'origine, il va falloir qu'on apprenne à nous aimer. Il va falloir qu'on apprenne aux enfants à aimer les uns et les autres. Ça ne sera pas facile. Ça va être un combat de longue haleine, mais il va falloir qu'on y arrive. Ça va être une volonté politique. Donc, ceux qui vont être au pouvoir à un moment donné, parce qu'Alassane Ouattara, il n'est pas éternel. Son fils ou un petit frère, là, il ne prendra pas le pouvoir en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Ça va arriver, ils vont dégager. Je ne sais comment, mais ils dégageront. Et en ce moment-là, ceux qui vont être au pouvoir, leur premier mandat, leur premier objectif, leur première mission, ce sera véritablement d'enseigner aux enfants l'amour de leur patrie, enseigner aux enfants l'amour du frère, enseigner aux enfants l'amour de l'autre. C'est à ce prix-là que nous allons y arriver. Ça ne sera pas facile, mais il va falloir que nous tous, on s'y mette. Parce que notre pays-là, on considère qu'on est à l'an zéro. On doit tout reprendre. L'éducation, le social, la santé, la culture, tout, on doit recommencer tout à zéro. Que Dieu nous prenne longue vie et qu'on soit tous capables de faire notre part en ce moment-là. Voilà, merci. Merci Eben Boané depuis le Québec. Merci pour ta contribution à cette Côte d'Ivoire désormais qu'on espère paisible, qu'on espère heureuse. On va permettre au président Lota de conclure, de donner sa conclusion, son mot de fin. Président Lota, votre micro et vous avez 5 minutes pour votre conclusion. Merci aux Ivoiriens d'avoir regardé ce direct et d'avoir été sur les DIU TV parce que c'est la chaîne qui va bientôt prendre le dessus sur les réseaux sociaux parce que c'est la seule chaîne où il y aura des vraies nouvelles, où les Ivoiriens vont s'exprimer de tous bords politiques. Parce que vous savez, quand on dit la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement les Gors, c'est une histoire que c'est tous les enfants de la patrie ivoirienne. Voilà. Mais je voulais dire encore ici à mes frères du Nord, parce que vous savez, nous avons un problème. Quand on nous parle de la réconciliation, les gens ont une tendance à toujours vouloir ramener les sudistes contre les nordistes. Ça fait que même les nordistes, même étant en Côte d'Ivoire, ils ont toujours peur de savoir s'ils sont ivoiriens vraiment ou non. Vous savez, mais pour que demain soit meilleur, il faut que nous, les Ivoiriens, il faut que déjà les gens commencent à s'identifier eux-mêmes. Il faut qu'on commence à savoir combien nous sommes réellement en Côte d'Ivoire. Parce que pour qu'on puisse émerger, pour qu'on puisse mettre à la base d'une nouvelle Côte d'Ivoire, il faudra qu'on sache combien nous sommes réellement en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons ici l'impression qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde peut être ivoirien et qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est un problème. C'est un problème pour nous, les Ivoiriens de souche, parce que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous ne savions pas qui nous sommes. Nous ne savions pas combien nous sommes. Nous ne savions pas qu'est-ce que nous voulions. Aujourd'hui, nous savons ce que nous voulons.
nous sommes aujourd'hui solidaires les uns des autres parce que nous, les Ivoiriens, aujourd'hui, sans se mentir, nous sommes quand même rapprochés les uns des autres depuis l'avènement de l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Il y a une certaine unité, il y a une certaine cohésion qui s'est apparue sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours. Parce que je me rappelle avant, les Ivoiriens pouvaient donner ce qu'ils ont aux étrangers au lieu de donner à leurs frères ivoiriens. Mais aujourd'hui, tout ça c'est terminé. Aujourd'hui, on se rencontre entre nous les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous nous parlons entre nous les Ivoiriens. Et ça, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir ce micro et de dire aux Ivoiriens que la réconciliation, c'est quelque chose de réel. Mais ça devait être quelque chose de palpable, de quelque chose qu'on devait vivre, parce que Houphouët-Boigny le disait à l'époque, la réconciliation, c'était un comportement. Oui, la réconciliation, ce n'est pas des mots, mais c'est un comportement. Et nous, les Ivoiriens, nous devons savoir combien nous sommes. Et nos frères du Nord doivent savoir que ceux du Sud sont les frères. Et non, eux, ils ne sont pas des Djoula, ce sont des Ivoiriens comme nous autres. Voilà. Maintenant, bon, parler de Kakabe. Kakabe, lui, il a été récompensé pour son action de 2020. Kakabe n'est pas le ministre de la réconciliation, mais il est plutôt le ministre récompensé pour la réconciliation. C'est-à-dire que pour cette réconciliation, ils l'ont récompensé. Sinon, il n'y a pas de réconciliation sans d'acteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne nous dit pas, mais on nous parle de réconciliation. Qui s'est réconcilié avec qui? Donc, Boblé est en prison. Il y a plein de gendarmes qui sont en prison depuis 2011. Kakabe a été nommé, ça fait combien de mois? Mais jusqu'à présent, Kakabe n'a pas encore amené un seul gendarme à sortir de la prison. Ceux qui ont été arrêtés pendant 2020, jusqu'à présent, Kakabe ne les a pas encore fait sortir. Draman Ouattara, avant-hier ou 2 jours en arrière, a fait sortir quelques militants du PRCI parce qu'il voulait former son gouvernement. Il faudrait qu'il paraisse un peu comme un réconciliateur et tout ça. Mais bon, nous voyons dans ça, nous avons dépassé ça, nous voulons aller à une autre échelle de la réconciliation. Celui du retour du président Gbagbo Laurent, qui va amener la paix en Côte d'Ivoire, qui va amener la joie en Côte d'Ivoire et qui va amener la paix dans le cœur des Ivoiriens. Donc nous attendons tous le retour de notre part national, le retour de Charles Blé Goudé, son ministre, et nous attendons le retour de tous les exilés politiques parce que sans eux, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire unie et en paix, c'est avec tous ses enfants. C'est pour cela que je dis toujours qu'il ne faudrait pas que nos frères du Nord se fassent appeler des Djoula. Il faudrait qu'ils soient des Nordistes, il faudrait qu'ils soient des Korogolais, il faudrait qu'ils soient des Tagbanas, des lobbies. Là, comme ça, nous allons savoir qui nous avons en face. Voilà, et non des Djoula, parce que les Djoula, c'est tout le monde et n'importe quoi en même temps. Donc, les amis, c'était là le président Lota, c'était mon mot de fin. Je voulais encore dire paix dans le cœur de tous les Ivoiriens et que la réconciliation ne soit pas au bout des lèvres, mais dans nos actions de tous les jours. Donc, ici, maintenant, je demande pardon à tous ceux par mes actions, par mes dits et par mon comportement. Merci, Président Lota. De Fontenay-Noïté, qui a choisi le DUTV pour, à sa façon, commémorer les nombreux morts de tous les camps, essentiellement et surtout les nombreux Ivoiriens tombés à la défense de la patrie. De Fontenay-Noïté. C'est un honneur pour moi de me trouver ici avec toutes ces personnalités-là qui n'eût été par le canal de DUTV, je ne pense pas qu'un jour, je pourrais être même amené à échanger avec ces personnes. Je les salue et je leur tire le chapeau. Parlant de réconciliation, nous avons vécu en Côte d'Ivoire depuis 1999 toute une série de troubles. Toute une série de troubles où Henri Konan Bédié a été évincé du pouvoir. Après, il y a eu des différentes attaques, l'attaque du cheval blanc et tout, qui s'est mieux après, plus tard, avec l'attaque menée par les hommes de Soroguion. Et après, il y a eu la naissance de la rébellion qui a en griffe
obtenu gain de cause en 2011. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Si c'était seulement un coup d'État et puis il n'y a pas eu de mort, OK. Mais il y a eu beaucoup de morts. Parler de 3000 morts serait une injure faite aux parents de ces victimes. Moi, je parlerais plutôt de 300 000 morts parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est dans un cycle infernal de souffrance, d'épreuves, vraiment de plein de choses qui tirent vers la négativité. Les parents sont en train de pleurer leurs enfants qui ont disparu. On a des personnalités, et non des moindres, qui sont encore en prison. Je peux citer entre autres le général Dogoblé, le général Vagba Bossigno, le commissaire Moné, et plein de gendarmes CKCK, ABI, et j'en passe, qui sont encore en prison. Il y a des personnes qui se prennent pour des dieux, qui pensent avoir le droit de vie ou de mort sur d'autres personnes. Il faudrait que nous, les Ivoiriens, nous arrivions à enlever cela de notre tête. On ne peut pas avoir de réconciliation vraie sans justice. Qui parle de justice parle de Dieu, parce que Dieu même, on dit Dieu est un Dieu de justice. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés. Ça, c'est un camp. L'autre camp aussi là, doit être jugé. On doit juger tous les comme zones. Sorti Bafori Diom, Ouattara. Et voilà Amadou Rémi aujourd'hui qui fait certaines révélations et non des moindres. Qui dit qu'il a reçu des ordres de Koulibaly de Diokwe, qui lui a dit avoir reçu des ordres de Los, commandant Los, qui dit avoir reçu des ordres de Soroguium, et j'en passe Soroguium, Ouattara, pour exterminer le vaillant peuple. Ouais. Nous avons besoin de justice. Nous avons besoin de justice pour aller à la réconciliation. Nous devons savoir qui a fait quoi, qui a fait qui pour que qui soit mort et pourquoi il est mort, dans quelles circonstances il est mort et qui a donné l'ordre de les tuer. Nous en avons vraiment besoin. Nous avons vraiment besoin de justice. Sur ce, je salue tout le monde. Je salue tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Je salue mon épouse. Je salue la Zombrotte, la conseillère spéciale. Je salue mon frère depuis la Russie. Ouais, le président prend mon bord. Je salue les moments qu'ils étaient connectés sur ce direct. C'était de Fontenay. Ce fut un honneur et un plaisir pour moi de me trouver ce direct. Merci. Peuple de Côte d'Ivoire, nous, les DUTV, groupe aidé de nos frères de Fontenay-Noïté, président Lota, Christelle Lou, Guessant, et Ben Boané, avons eu le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette émission qui a été réalisée pour commémorer les 10 ans du 11 avril, cette date qui restera à jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme étant le jour de la déculottée de toute une nation, mais surtout du rabaissement du peuple africain. Le président Laurent Gbagbo est déporté un peu plus tard, en 2011, mais la date du 11 avril est tout un symbole. C'est ce jour-là que la Côte d'Ivoire a été mise à genoux, humiliée, déculottée. C'est ce jour-là que la Côte d'Ivoire a été bâillonnée par des gens qui jamais n'auraient eu cette faculté, aidés en cela par Nicolas Sarkozy. Nous voulons ici dire
que nous n'en voulons pas au peuple français, encore moins à l'État français. Mais si nous avons des griefs contre quelqu'un, c'est bien Nicolas Sarkozy. Celui-là qui a fait le choix de martyriser les Ivoiriens, de brimer et de piétiner la liberté qu'a tout peuple de choisir par lui-même ses dirigeants. Il a bafoué nos libertés au point de laisser aujourd'hui un Alassane Dramane Ouattara, un non-ivoirien, gouverner notre État et d'en faire un État sans droit ni loi. Je suis votre serviteur, Olivier Lemonac. Je vous dis merci de vos nombreux partages, de vos nombreux likes, de vos commentaires et même de vos mécontentements par moment. Nous serons toujours à vos côtés pour permettre aux Ivoiriens de s'exprimer librement. Et tous les propos tenus dans cette diffusion engagent les auteurs et non les DUTV Group. Merci d'avoir été si nombreux à nous suivre et à la prochaine.